Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 21e journée du Top 14. Bon, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les matchs qui m'ont intéressé. Et on va commencer par Perpignan-Lyon. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est putain qu'est-ce que c'est agréable de regarder l'USAP. Franck Azema a vraiment donné cette envie de jouer dans les espaces libres avec une charnière en feu, à savoir Tom Ecochard et Jake McIntyre. Et franchement, c'est juste hyper agréable. J'ai l'impression de voir un petit peu le jeu du Stade Toulousain. Ce qui était hyper impressionnant, c'est qu'en première mi-temps, contre le vent, Perpignan a toujours voulu jouer, même depuis ses 22 mètres. Et ça a été payant puisqu'il marque 3 essais en première mi-temps. On a eu aussi, donc comme je le disais, une charnière exceptionnelle qui faisait le parfait relais entre les avants qui étaient assez gros mais très mobiles, à l'image d'un Tulagi ou d'un Fa Soho, et les trois quarts qui étaient juste en feu. Là, Perpignan prépare parfaitement son déplacement au MHR qui va être, je pense, le tournant de la saison, à savoir s'il continue à regarder vers le bas ou s'il joue clairement le top 6. Du côté de Lyon, une nouvelle fois, on n'a pas été au niveau à l'extérieur. Lyon n'a jamais gagné loin de ses bases, et fait encore plus marquant, c'est qu'ils prennent des roustes à chaque fois. Il n'y a que ce match au Stade Français, il y a quelques semaines, qui fait un petit peu figure d'arbre qui cache la forêt, où ils avaient perdu d'assez peu, alors que sinon, à chaque fois qu'ils se déplacent, ils laissent le bonus offensif à l'adversaire. Et ça devient vraiment inquiétant. On commence vraiment à avoir un trio qui se détache, mais pas dans le bon sens du terme, dans le bas du classement, à savoir Lyon, Clermont et Montpellier. Tiens, et parlons d'ailleurs de l'ASM qui se déplaçait à l'Union Bordeaux-Bègles. Et ce que je retiens dans ce match, c'est justement la faiblesse des hommes en jaune. Ce dimanche, il y avait tout simplement rien. Ils ont été pris dans l'agressivité, ils n'ont quasiment jamais franchi, il n'y a eu aucune attaque en première main qui est passée, ou en tout cas très peu, et au final, ils ont failli être fannis de cette rencontre. Parce que, à part l'essai de Béret Garay à la 72e, et cette dernière action un peu folle, il n'y a eu aucune action pour Clermont. Ils ont clairement commencé à franchir quand l'UBB baissait le pied. Et avec un niveau de jeu pareil, franchement, je les vois en dessous de toutes les autres équipes, excepté Oyonnax. Je les vois 13e, et je me pose même la question de savoir s'ils seraient capables d'aller gagner dans un access match, par exemple à Vannes ou à Béziers, qui ont des publics assez chauds et qui ont un niveau de jeu plutôt élevé. Clairement, je suis assez inquiet pour eux, et là, la réception du Stade Français, elle va être vraiment primordiale. Côté UBB, l'UBB n'a pas été exceptionnel dans ce match. C'est juste les trois quarts qui sont nourris des erreurs de défense de Clermont. Globalement, on a vu aussi pas mal d'imprécisions du côté bordelais. C'était pas un jeu hyper fluide, mais ça gagne quand même avec le point de bonus qui prouve qu'il y a une réelle confiance dans ce club bordelais. Pour terminer le trio dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on va parler de Montpellier qui se déplaçait à Pau. Bon, il y a eu un début de match assez ouvert, mais après, ça s'est un peu essoufflé et c'était un match plutôt haché dans l'ensemble. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que le MHR a beaucoup joué devant, alors que la défense de Pau, au bord des rucks, est exceptionnelle. Mais ça, c'est depuis le début de la saison. En plus, j'ai trouvé que la section était plutôt dominante devant, à l'image par exemple d'un Luke Whitelock qui a été vraiment exceptionnel ce jour-là. Et à l'inverse, dès que Montpellier jouait derrière, il marquait. En fait, les 3 essais qui marquent, c'est parce que il y a des espaces qui se sont faits dans la ligne de défense des 3 quarts, à l'image du premier essai d'Auguste Cadeau qui intervient au bout de 5 ou 6 minutes de jeu. Du côté de Pau, on a vu un jeu où le but était de faire vivre le ballon. Les joueurs essayaient à chaque fois de rester debout et de faire vivre le ballon en continu. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un petit peu le flegme de cette équipe paloise qui n'a jamais paniqué alors que le match n'était pas gagné. Et avec cette qualité-là, plus la grosse défense qui leur est caractéristique maintenant, la victoire était quasiment assurée. Enfin, j'aimerais juste rajouter que le MHR manque un point précieux, un point de bonus défensif précieux, parce que franchement, ils en auraient bien eu besoin. Un point de bonus que le Stade Rochelais a récupéré à Castres. Alors là, c'était un match accroché avec une victoire logique du CO, mais si La Rochelle avait gagné, ça aurait été logique aussi. Bon, personnellement, ce match, j'avais l'impression de voir un affrontement de début de saison, quand les équipes sont pas encore totalement rodées, qu'on doit intégrer les recrues. Il y avait beaucoup d'erreurs offensives comme défensives, mais ça on l'a vu d'ailleurs sur d'autres matchs, comme notamment l'UBB contre Clermont. Et les deux équipes ont eu une stratégie de jeu un peu similaire, c'est-à-dire que dès qu'elles avaient le vent, elles tapaient beaucoup, que ce soit, évidemment, des coups de pied de dégagement, mais surtout des coups de pied de pression, et avec notamment plusieurs 50-22 qui ont été récupérés d'un côté et de l'autre. Et à l'inverse, dès qu'ils étaient contre le vent, elles tentaient plus, elles essayaient de jouer, sans de franches réussites, mais c'était un petit peu plus joueur. Et pour moi, ce qui a fait la différence dans ce match, c'est la réorganisation défensive de La Rochelle. En effet, elle n'a pas du tout été bonne, surtout en fin de match, sur le dernier essai de Nathanaël Huleux. On voit que c'est Grégory Aldrit qui se retrouve en position d'ailier. Enfin, je me demande où était l'ailier. Jules Favre, je sais pas où est-ce qu'il était. Puis globalement, c'est pas la première fois qu'on se fait ces réflexions avec La Rochelle,
notamment la semaine dernière au Leinster, où là, ça a été vraiment très compliqué pour eux. Et je retrouve plus trop cette agressivité qui était caractéristique de La Rochelle, en tout cas je la retrouve moins qu'avant, et je pense que cette saison, ça peut être une saison sans rien pour La Rochelle, vu qu'ils sont déjà éliminés de la Champions Cup, et je les vois pas vraiment être favoris pour le Brennus. A l'inverse du Stade français qui a encore gagné ce week-end. Ce que j'aimerais dire, c'est que le Stade français, ça reste quand même des voleurs de poules. Je suis désolé, mais je trouve que cette dernière action, c'est une honte. Le Stade français a une chance monumentale et surtout, a gagné grâce à une faute d'arbitrage. Pas remettre en cause l'arbitrage de Monsieur Nuchy dans l'ensemble, je vais juste remettre en cause cette dernière action qui a, comme dit Camille Lopez, des conséquences énormes. Parce qu'en effet, Bayonne récupère en fait ce ballon à 15 secondes de la fin, ils ont juste à faire des petits tas. Et normalement, quand t'es un arbitre, tu sais très bien que dans cette situation, tu ne peux pas dire avantage terminé, vu qu'ils n'avancent pas, ils font juste des petits tas pour gagner du temps. Et pourtant, c'est ce que fait Monsieur Nuchy. Au final, dans le ruck qui suit, Sekou Makalu gratte grâce à une faute de Giovanni Abelköfner qui vient déblayer sur le côté Thomas Sett. Et au final, essai de Giovanni Abelköfner, ce même joueur, un peu après. Mais bon, mis à part ça, en fait, Bayonne, ils peuvent regretter juste cette deuxième mi-temps où ils ont été fantomatiques. Ils menaient 24-7 à la mi-temps et perdent 28-24, donc 0 point inscrit, et franchement même quasiment aucune occasion. Ils ont vraiment laissé le Stade français jouer son jeu, et en fait ils auraient jamais dû. Et on voit vraiment que Bayonne est assez fébrile dès qu'ils ont le momentum à l'extérieur. Ça leur arrive rarement, et du coup ils ne savent pas gérer ce genre de situation. Et donc là, ça a pu profiter aux Parisiens. On passe maintenant très brièvement à Oyonnax Racing, parce que j'ai pas énormément de choses à dire. Juste le fait que Oyonnax était juste moins fort que le Racing, et ça semble logique. Là, Oyonnax, ils sont en train de craquer, ça se voit physiquement, ils sont à la rue, et ils filent tout droit en Pro D2. Ça se voit en défense, où ils font moins l'effort, je pense notamment à l'essai de Gibert, où Ficou perce un peu trop facilement à mes yeux. Et surtout, à partir du carton jaune de Bordenave, où le match était encore accroché, là ils ont totalement craqué. Ils ont été dominés devant, et puis le Racing a inscrit 3 essais dans ces 25 dernières minutes, qui leur permet donc d'empocher un bonus offensif. Enfin, parlons du dernier match de samedi, à savoir Toulon, qui recevait le Stade Toulousain au Vélodrome. Et moi je trouve que le RCT peut s'estimer chanceux. Alors certes, la victoire elle est plutôt logique, parce que vu la seconde période où c'était accroché, bon, le RCT mérite sa victoire. Mais je trouve qu'elle est en grande partie due aux 3 échecs successifs de Thomas Ramos. Parce que, évidemment, si Thomas Ramos les avait mis, là, c'était Toulouse qui gagnait. Puis surtout, en fait, le RCT a été totalement bouffé en première mi-temps, je trouve, et s'en sort très bien à la pause en n'ayant que 1 point de retard sur Toulouse, parce que devant, Toulouse était 100 fois meilleur dans les rucks. Puis même, Toulouse avait une volonté de jouer, qui est habituelle chez elle, mais c'était comme ça qu'ils passaient et qu'ils ont réussi à marquer le premier essai de Lucas Tozin. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Toulouse a un peu arrêté de jouer, en tout cas a moins tenté en seconde mi-temps, parce que c'était clairement ça qui marchait. Bon après, ça coïncidait aussi avec peut-être un retour du Rugby Club toulonnais en meilleure forme en seconde période, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont moins pu tenter. On passe maintenant au top et au flop, et le premier dont je vais parler, c'est Nathan Decron. En effet, je trouve que le centre palois a fait un énorme match. C'est vraiment le régulateur, que ce soit en défense ou en attaque, mais surtout en défense. En fait, c'est lui clairement qui gère la ligne de défense. En attaque, il est toujours disponible, il se présente toujours, il est toujours prêt à avoir le ballon, et au final, ça se voit avec un essai, et un essai quasiment offert en fin de match. Le deuxième top, c'est Duguy Valou, le Perpignanais. Là, c'est un peu pareil, sauf qu'il a peut-être moins ce rôle de régulateur en défense. Mais juste, il a été hyper tranchant dans le jeu. Je l'ai trouvé vraiment très 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 bon. Bon, les Perpignanais ont fait un énorme match dans l'ensemble, mais là, lui, je l'ai trouvé vraiment au-dessus du lot. Et d'ailleurs, il est récompensé en fin de match avec cet essai un peu casquette. Enfin, le dernier top, c'est encore une fois un centre, c'est Leicester Fainga Anoukou, qui a été le meilleur Toulonnais sur la pelouse, tout simplement. Bon, il y a évidemment son doublé, mais même, il a été vraiment impactant. À chaque fois qu'il avait le ballon, c'était un petit peu alerte rouge dans la défense toulousaine. Et en défense, j'ai trouvé qu'il avait fait plutôt le taf, sans pour autant être exceptionnel. On passe au flop maintenant, et on continue avec un centre, décidément, c'est Adrea Kokadji. Bon alors, en fait, c'est juste que son geste est totalement débile. Castres était dans une position de marquer, c'était un match hyper accroché où La Rochelle menait au score à ce moment-là, et en fait, il fait cette faute qui, donc, annule l'essai d'Arata. Et ça aurait pu avoir des conséquences énormes, quand on sait que le match s'est terminé à 1 point d'écart. Donc juste pour ce geste vraiment stupide, je le mets en flop. Le deuxième flop, bon, ça y est, on a arrêté avec le centre,
c'est Baptiste Jonot. En effet, j'ai pas trouvé qu'il fait un bon match, il a 2 en avant, une pénalité en début de match, et il sort assez logiquement à la mi-temps parce qu'au final, il n'arrive pas à conduire le jeu. Et peut-être que la pression était un petit peu trop grosse quand on savait à quel point Clermont avait la pression. Et en plus, bon là il est malchanceux, mais c'est lui qui se fait rattraper par Bielbarré sur la dernière action. Enfin, le dernier flop, c'est Bordenave, le pilier Oyomen, qui en fait fait un geste débile, un peu comme Adria Kokaji, et sauf que lui, au final, son équipe n'a pas réussi à se relever derrière ce carton jaune. Et en plus, c'est pas un joueur qui joue beaucoup, donc c'est encore plus con de faire ça alors qu'il joue quasiment jamais. Au niveau du classement, franchement, Perpignan est clairement dans la lutte pour le top 6, et s'il gagne à Montpellier, il pourrait vraiment être un candidat sérieux à cette qualification. Et en bas, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on commence à avoir un trio, à savoir Clermont, Lyon et Montpellier, qui vont batailler pour ne pas finir 13e. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que cette analyse de la 21e journée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, m'écrire un commentaire et activer la cloche, ça m'aiderait grandement. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Bourrichon, ciao ciao.